Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné, Série et compagnie qui cultive sa curiosité et la vôtre en mélangeant les influences et les styles. Cette semaine, des esprits libres, des artistes en quête d'expérience, comme Jérémy Régnier, avide d'aventures physiques et spirituelles, ou encore le réalisateur Philippe Claudel, qui nous offre une leçon de mise en scène autour de son dernier film, tourné avec des acteurs non professionnels. Un grand nom de la série réaliste américaine, c'est Eric Overmyer, qui a notamment travaillé sur The Wire ou Trémé, et puis une hippie inspirée, la chanteuse britannique Joss Stone, qui est une grande fan de cinéma français, figurez-vous. Mais tout de suite, on commence avec un immense comédien dont l'intensité à l'écran n'a d'égal que la modestie dans la vie, Olivier Gourmet, qui incarne un homme fou d'amour. Et ça, c'est plutôt nouveau pour lui. Il arrive l'œil pétillant derrière ses épaisses lunettes. Olivier Gourmet, révérence. Je vous en prie. Olivier Gourmet a beau avoir à son actif un prix d'interprétation à Cannes, des collaborations avec les frères Dardenne, Jacques Audiard, Michael Haneke ou encore Costa Gavras, il cultive son côté passe-partout. Pourtant, la moindre de ses incarnations est un modèle de puissance et de vérité, à l'image de son personnage dans L'odeur de la mandarine. Un ancien officier mutilé de guerre qui tombe amoureux de son infirmière mais se heurte à l'absence de désir de cette dernière. J'aime un autre homme dans mon cœur, dans ma chair. C'est à lui que j'appartiens. Un détail près. Moi, je suis là. Mutilé, mais vivant. Olivier Gourmet, sauf erreur de ma part, je crois ne pas vous avoir vu soumis au vertige de la passion amoureuse. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette première fois? Soumis au vertige de la passion amoureuse, c'est joli. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Sans doute que, comme dit Gilles Legrand, j'ai pas le look de Latin Lover. Il est gonflé, Gilles Legrand. Oui, mais bon, je comprends ce qu'il veut dire. D'emblée, on m'imagine pas, je suis pas un jeune premier, je suis pas un sex symbole, donc c'est vrai que... Mais c'était la volonté de Gilles aussi, il voulait se démarquer de ça, justement, de ce qui était attendu, et avoir deux personnages singuliers. Mais oui, ça m'a intrigué qu'on me le propose, déjà, parce qu'on finit par croire ce que les gens disent de vous, donc vous n'êtes peut-être pas fait pour faire des films sur la passion amoureuse. Et pourtant, ça fait longtemps, moi, que je dis, ça m'amuserait de jouer la passion amoureuse, parce que j'aime bien explorer et décortiquer l'âme humaine, et comme c'était un sentiment que je n'avais pas encore pu décortiquer au cinéma, ça m'amusait d'aller sur ce terrain-là. On a été se baigner dans l'étang. C'était délicieux. C'est beau. Hier un jockey, aujourd'hui un étalon, et demain le palefrenier. Et ça soulevait tout ce qui est profondément humain, donc l'aveuglément, le désir plus fort que la passion, parce que cet homme a un vrai désir charnel pour elle. Son plus grand souhait, c'est qu'elle s'abandonne. La plus belle chose que vous puissiez m'offrir, c'est vous. Sans fantôme, sans défense. C'est compliqué de parler de désir? Non, je trouve pas. C'est peut-être toujours un peu tabou, mais je pense que le désir est quelque chose de noble et d'important et de sain dans la vie de chacun. Je pense qu'il faut désirer les choses, ou les gens. Et à jouer, il y a un double défi dans ce film. Il y a jouer la sensualité de scènes d'amour et jouer cet homme qui a ce corps diminué, puisqu'il est amputé d'une jambe. Ça doit être un défi. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'une part de manière pratique, pragmatique, c'est que de fait, avec une jambe, on est beaucoup moins mobile dans un lit, et beaucoup moins souple et beaucoup moins performant, inévitablement. Oui, c'est compliqué de le trouver et de ne pas le caricaturer. C'était un des points délicats du film. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que moi, je suis assez pudique et c'est toujours compliqué de se retrouver au lit avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Ce que vous attendez de moi m'appartient pas. Je peux pas vous le donner. Parce que caresser une femme dans un lit, c'est pas votre amoureux, c'est pas... Il y a un minimum de respect, vous pouvez pas tout vous permettre. Lui caresser le sexe, lui caresser les fesses, avec la bouche, sans la bouche, jusqu'où est-ce qu'on... Non, mais c'est vrai, jusqu'où... Non, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, on se pose toutes ces questions. Jusqu'où on peut aller sans toucher à l'intimité de l'autre. Et souvent, les réalisateurs écrivent les scènes, souvent dans les scénarios, c'est... Ils font l'amour, 3 petits points. Et puis, vous savez pas. Oui, il faut vous débrouiller avec ça. Oui, il faut se débrouiller avec ça, mais on ne se connaît pas. Donc moi, je dis toujours aux réalisateurs, écrivez.
Dites au moins ce que vous voulez. Après, on le lit, on le sait, et on est libre d'accepter ou pas. Mais au moins, on le sait à deux dès le départ que ça va aller jusque-là. Vous avez décidé que ça ne pouvait pas marcher avec moi. Et à chaque fois qu'on couche ensemble, c'est comme une preuve de plus pour vous. Et une défaite de plus pour moi. Vous parliez de pudeur. Est-ce qu'il y a des émotions qui vous rendent pudique à exprimer à l'écran? Non, il n'y a pas... Peut-être sur oui, le sentiment amoureux, mais c'est pas une question de pudeur, c'est une question d'avoir l'impression de tricher. Quand on me demande d'être en colère au cinéma, je me mets en colère et j'essaie d'avoir une vraie colère. Je sais qu'elle est fausse, puisque je vais pas vraiment frapper la personne en face, ou même si je dois la frapper, ce sera de toute façon pas pour on fera semblant et je vais pas vraiment lui faire mal. Mais je peux rentrer dans une vraie colère. Mais le sentiment amoureux, c'est différent. Parce que vous n'êtes, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre préparation, vous n'êtes jamais amoureux réellement de votre partenaire. Si, ça peut arriver, et c'est déjà arrivé, mais ce n'était pas le cas. Donc, ce qui veut dire que j'avais tout le temps l'impression de tricher. Je resterai en bas, vous vous installerez dans la chambre de ma mère. Vos parents aussi faisaient chambre à part? Au début, non, puis les choses se sont gâtées. Ah, mieux vaut anticiper. Pourquoi le mardi? Pourquoi pas? 2 nuits par semaine me sembleraient mieux adaptées, mardi et vendredi. Non. Le mardi, c'est le minimum garanti, et ça peut être plus en cas d'appétit mutuel. Vous avez joué beaucoup de personnages excessifs, enfin en tout cas qui allaient très loin dans plein de choses. Est-ce que jouer, c'est un défouloir pour vous? Sûrement. Si je fais une analyse dans un canapé, sans doute qu'on dira que c'est un défouloir. Si je suis quelqu'un d'hyperactif, ça, tout le monde autour de moi, si vous rencontrez les gens autour de moi, vous diront il est hyperactif, il peut pas rester en place. Si je tourne pas et je commence à casser une maison et à faire autrement. Donc, mais c'est vraiment un défouloir, comme un enfant qui a besoin de se dépenser et d'avoir du bon temps, du plaisir, de s'amuser. J'ai commencé ce métier pour faire rire et pour avoir du plaisir. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent qu'ils ont choisi ce métier parce qu'ils avaient besoin d'être aimés, d'être désirés. Vous, c'est plutôt dans ce que vous me disiez, le côté plaisir. Alors, la plupart des gens qui vont voir l'émission vont bondir en disant « Quel menteur ! Tous les comédiens ont un égo surdimensionné et ils veulent tous être aimés. » Eh bien, en toute humilité et sans fausse humilité, je pense que je dois être l'exception qui confirme peut-être la règle. Mais j'ai jamais fait ce métier pour être aimé. J'ai besoin d'être aimé dans ma vie, c'est clair, par des personnes que j'aime. Faire fonctionner le désir des réalisateurs, oui, pour que je puisse encore faire d'autres films. Mais être aimé, non, qu'est-ce que j'en ferais? Imaginez, je ne peux plus sortir, quelle horreur. Comment vous voulez parler des gens si vous n'êtes plus dans la vraie vie? J'aime raconter les gens que je croise, donc il faut que je les croise un peu. Rester au contact des gens et du réel, voilà donc l'obsession d'Olivier Gourmet, qu'on retrouvera début novembre devant la caméra de Christian Carion, puis en février dans le nouveau film de Roche Dizem. Hyperactif donc, mais heureux de l'être. Cher Jérémy Régnier, vous me surprendrez toujours. Pierre Berger l'année dernière, Claude François en 2012, Cannes à 15 ans et 2 décennies de carrière dans le cinéma qui vous précèdent déjà, vous qui n'avez même pas 35 ans. Je m'interroge. Qu'est-ce qui peut bien vous pousser à endosser ce rôle de petit capitaine de troupe en Afghanistan sur un premier film qui en plus croise les genres, western, magie et suspense sur fond de film de guerre? Capitaine, on trouve plus Deguet Delcourt. Quoi? Leur poste est vide. Je pensais que c'était leur radio qui déconnait encore, mais là, la relève vient d'arriver sur zone et il n'y a personne. Si je dois revenir ici et foutre le feu pour retrouver mes hommes, je le ferai. Et quand j'en aurai fini, il n'y aura plus que des cendres. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans cette première œuvre? L'ambition d'un scénario coécrit par Thomas Bigdin, collaborateur régulier de Jacques Audiard? Le passif artistique du réalisateur Clément Cogitor, plasticien et documentariste à ses heures? Ou bien la rencontre des jeunes Kevin Azaïs, Sam Miroseni, ou encore Swan Arlo, toutes ces nouvelles têtes qui sortent et qui feront sans doute le cinéma de demain à vos côtés? Oui, c'est des très belles rencontres. C'est pas un film auquel tu pars en disant tiens, je vais gagner ma vie. Tu pars pour l'amour de l'art, pour l'amour du projet, pour l'amour
de cette aventure, qui a été une vraie aventure, en plus épique, éprouvante physiquement, psychologiquement. Donc voilà, non, j'étais très étonné sur l'implication et le professionnalisme de ces gars qui ont à peine 20 ans. Et j'étais plutôt rassuré en me disant, waouh, il y a une belle... il y a des beaux acteurs qui arrivent, quoi. De beaux acteurs dont vous faites partie, mon beau Jérémy Antréhy. Qu'est-ce qu'ils veulent? De l'argent? J'en sais rien, moi. On n'est pas à Kaboul, c'est pas comme ça que ça marche ici. Le challenge aussi vous attire. Ce jeune réalisateur qui filme sans moyens et sait rebondir, ça vous parle. C'est excitant. Et peu de matériel, du coup, avec le peu qu'il avait, il a imaginé des choses. Mais c'est ça la force d'un grand metteur en scène, c'est que si on te retire des choses, tu recrées d'autres choses qui peuvent parfois être encore mieux. Et je pense que le fait de ne pas avoir, par exemple, d'éclairage, pas assez d'argent pour avoir beaucoup d'éclairage en lui, du coup, il s'est retourné sur les visions thermiques, les visions night shot, comme on appelle ça, qui donnent un côté un peu paranormal, un peu fantastique au film et qui est arrivé au fur et à mesure de la conception du projet. Je veux voir mes hommes. Quand est-ce que ça a commencé? Quand les soldats sont arrivés? Des artifices simples pour sublimer des disparitions mystérieuses. Et voilà le film qui bascule vers d'autres genres, fantastiques, thrillers ou métaphysiques. Le mélange est séduisant. Ça a commencé. Moi, je suis un passionné de ce qu'on appelle le réalisme magique. Gabriel Garcia Marquez, Mikhail Bulgakov. En fait, on rentre dans un monde qui est très construit, qui est très réel, avec les vraies règles du vrai monde. Et tout d'un coup, le diable arrive, ou tout d'un coup, les tapis se mettent à voler. Voilà. Et comment est-ce que ça perturbe le monde réel et l'ordre du monde réel? Comment l'épicier du coin, votre voisin, va réagir à la magie qui, tout d'un coup, arrive dans le monde? Ça sera autour des enfants. Les pères, les mères. Bientôt, il n'y aura plus personne. J'ai peur, capitaine. J'ai peur de ça. Clément aime bien travailler un peu dans le chaos, comme un vrai artiste. Voilà, je pense qu'il a énormément de choses qui se passent dans sa tête. Il s'est arraché beaucoup de cheveux sur le plateau parce qu'il est, c'est quelqu'un, son nom c'est Cogitore, et donc c'est quelqu'un qui cogite bien. À mon avis, son rêve, et il l'a atteint plus ou moins, je pense, c'était de filmer des hommes en action et qui volent des choses. C'était vraiment son envie, c'était comme un film documentaire où il passe, lui, avec sa caméra dans l'action. Un réalisateur plasticien qui mêle son art à son scénario, la nouvelle garde du cinéma français, des moyens modestes pour un projet ambitieux. Voilà autant de raisons pour plonger tête baissée dans un premier film sur des disparitions inexpliquées. Putain, mais il se passe des choses là-haut, là! Bien sûr qu'il se passe des choses. Des hommes se font descendre ou enlever. Bravo, Jérémy. Car son sujet fait sûrement écho à une terrible hantise de comédien. Et si vous, en tant qu'acteur, vous disparaissiez du jour au lendemain des écrans, comment vivre avec cette angoisse? On a toujours peur de disparaître. Et encore plus, je pense, dans notre métier qui est vraiment un métier en dents de scie, où on est juste, on fait partie de... On est accroché au désir de quelqu'un d'autre. On ne maîtrise pas un désir qui peut être très présent à un moment, moins à un autre, sans savoir pourquoi. Enfin, soyez prudents, ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Et le grand écran sans vous, mon cher Jérémy, je ne m'en remettrai pas. Chaque semaine, l'Extra Interview accueille une personnalité pour parler cinéma et séries. Aujourd'hui, c'est une chanteuse de soul bouillonnante, découverte à l'âge de 14 ans au début des années 2000, qui partage avec nous sa passion pour le 7e art chez un disquaire parisien. Lumineuse et vibrante, l'anglaise Joss Stone profite de la sortie de son 7e album pour nous parler des réalisateurs français qui ont marqué sa vie, Michel Gondry et Jean-Pierre Jeunet, et nous rappeler que l'art nous aide à grandir. You are one of the very rare person to whom we can say you are a free spirit, and it's true. Ah, that's nice. I'd like to know who to you is a free spirit in cinema. Kate Winslet is pretty free, I'd say, because she does a lot of different character roles. One of my favourite movies is Eternal Sunshine of the Spotless Mind. And also, the director is French, I think. Yeah, Michel Gondry. Right. Yes. So he's certainly a free spirit. I mean, that's really a piece of art. It's very creative, and there's no rules. And I think that allows one to be free when you let go of any rule that anybody put on you. Because really, they only exist if you allow them to.
Hi. She seems to play a very well-to-do lady, and then she plays someone a little bit rough around the edges, and she dips into different accents. I love that. I love to see an actor kind of completely change from one role to another. I think that's inspiring. You called your new album Water for Your Soul, and I've read that it's a way to say you have to water your soul to grow. Yeah. Are there any movies or TV series, for that matter, that you feel have made you grow Makes or you feel helped better? you? Yes? I think so. So the title is really, it's about helping yourself stand upright, you know, to grow and to be beautiful and to be healthy and bright. You feed yourself with whatever it is that... I don't watch movies that I know are going to give me a bad feeling, because I get so deeply involved in a movie, sometimes too much deeply involved, and I will be crying for like 2 days on it, and it will really, really mess me up, and I hate that. I had read this story that you said that when you were 10, you remember that the first tape, or maybe one of the first tapes you got, was an Aretha Franklin tape, and that it was like a click for you. Yeah. Did you feel this for a movie? Do you remember being young and watching a movie and understanding for the first time how big it is and how important it can be in your life? I think, okay, so Amelie is one of my favourite movies. Yeah. And when I watched that, I realised how much of an effect it can have on you. I realised what an important type of art form this is, because I didn't understand what she was saying. And I think that's why it kind of locked with me, because I thought, hang on a minute, I'm so into this. I love how it looks. I love the story and the feeling that it gives you, but I have no idea what she's saying. So you watched it without subtitles? I can hardly read, let me tell you. Okay. I can read, but you know, the subtitles for me, and still now, and I can read, but subtitles for me is hard because I can't read that fast. So really, it's irrelevant whether they're there or not. I need someone sat next to me going, this is what's going on. This is what's happening. But you can feel it. It makes you think, wow, this is actually really a powerful kind of force. Because I don't know what they're saying, but you don't need to know what they're saying. You just need to get the feeling that the director is trying to give you. And it's the same thing with the song. Same thing with a piece of music. When you add that little piece of art, that little universal language of emotion, I just think it breaks all the barriers and it connects everything up. Are you a TV series addict? I actually don't have a TV at home. And that's not because I'm trying to be all swish like without a TV. I did buy one, but I lost it a few times. You lost your TV? It's a very small TV, and you can pick it up very easily. And my brother, you know, he comes in and he wants to play PlayStation in another room, so he picks it up and moves it. And someone else moves it somewhere else, So I lost it for a few months. But I like to get into series when I'm on the road, because you kind of get lost in them. I like the magical fantasy. I love a fantasy. Game of Thrones? Game of Thrones is scary to me. I get scared. Yeah, my boyfriend loves Game of Thrones. Absolutely loves it. And I've watched a few with him. And when it got to the lady that had the dragons, I felt a connection, because those were her babies. Yes. And I thought, oh, I love this now. Because she was so sweet with these dragons and she loved them so much. And then she had to lock them away, and I was like, no! I can't watch it anymore. This is horrible! And then someone chopped someone's head off, and I was like, oh, fuck this, I'm not watching it. I don't like it, it gives me a bad feeling. Freedom is very much, even when you speak about something else, we go back to freedom. Always. At one point. So, having played, for example, in The Tudors, I wonder how you managed to kind of forget this freedom and be directed by someone, and you sit there, you dress like that, and you say that. And how do you feel in this kind of situation? How did you feel at that time? It's so opposite to what I normally do. So opposite. And I think maybe that's why I enjoy it so much. But yeah, The Tudors was cool, because I kind of felt like I was part of the band. So when I am making a record, I might say to Pete, my bass player, Pete, this is what I want to hear, and I might sing it to him, the melody that I want him to play. And then he
does that for me, but he does it in his way. So I felt like, okay, now this is my job. I'm going to be Pete. I'm going to be the bass player for, you know, whoever wants me to do this, you know. And I think that's important. The writer, he had his idea, the director had his idea, the producer had his idea, the actors had their ideas. And I remember sitting there and amongst all these actors that were like, actually, I want to play it this way. I'm not doing it like that. I'm going to do it like this. And I just thought, I'll do it however you tell me to do it, because I don't know what I'm doing. You know, you have to know your weaknesses. My dad said to me, play to your strengths, love. And that means if you're good and you're strong at it, then you go ahead and do that. But if you're not, just learn, be quiet. Be quiet, listen, take it on, and you might learn something. And then you're given a gift by that person. Tout en sagesse, Joss Stone nous fait l'effet d'une héroïne de cinéma, incarnée pourquoi pas par Kate Winslet. À suivre dans le screen parfait, le cinéaste Philippe Claudel, lui qui a travaillé avec Christine Scott-Thomas, Daniel Auteuil ou encore Elsa Zilberstein, a choisi pour son 4e long métrage Une enfance de faire appel essentiellement à des acteurs non professionnels et de tourner en équipe réduite. Il relate cette expérience à Stéphane Charby dans quelques minutes. Mais avant cela, Madame et Série nous livre sur un plateau ses coups de cœur du moment avec un maître de la série ultra-réaliste américaine, Eric Overmyer, auteur et producteur notamment sur Trémé ou encore The Wire. Cette semaine, Madame et Série s'intéresse aux séries policières. Pour cela, nous sommes allés faire un tour au Festival de films américain de Deauville qui recevait Eric Overmyer. Auteur, producteur ou showrunner de polars comme Homicide, The Wire ou encore Bosch, il nous explique comment, depuis le début des années 90, les séries policières se sont métamorphosées. Why is her face down? Louis just rolled her over. Just rolled her over. Has it moved her? Well, I didn't exactly drain her blood. Word of warning, detective. If you ever touch anything dead before one of my Emmys is on the scene, I'll drain your blood. Is that understood? Avant cela, la série policière suivait des codes imposés par des programmes comme Dragnet ou Colombo. Chaque épisode était dominé par une figure policière héroïque et infaillible et se terminait invariablement par l'arrestation du coupable, en respectant la règle selon laquelle chaque affaire devait être bouclée en un épisode. Grâce à ce système, la diffusion pouvait se faire dans le désordre sans gêner la narration. I'm sorry, sir. Just one more thing. You said that your nephew was planning on coming to your party. Yes, sir. Au fil des années, certaines productions courageuses ont tenté de briser le moule en adoptant un ton plus réaliste. Mais c'est avec Homicide en 1991 que les choses changent pour de bon. La série se base sur le travail journalistique de David Simon, qui a passé 1 an sur le terrain avec la police de Baltimore et en a tiré un livre. Homicide est filmé en 16 mm, caméra à l'épaule, et la série s'intéresse davantage aux enquêteurs qu'aux affaires qu'ils traitent en leur accordant le droit d'échouer. Un nouveau virage qui ne fut pas sans difficulté. When it first debuted, I know the critics all said it's too jumpy, it's nauseating, we can't follow it, it's confusing. Every season it was on the cusp of being canceled, and it always had okay ratings, not great. And you know, I think a lot of people didn't want to watch that show because it was about cities and their problems. It wasn't the usual network show. I thought it was a really wonderful show, but sort of groundbreaking in its day. I think it's moving away from the perfect hero. Every case doesn't get solved. Some mysteries never happen, you know, are never wrapped up. Television is starting to reflect a little bit more of the actual of the reality of police work. Sometimes I drive too fast. Sometimes I drink too much. Sometimes I fall madly in love with the wrong men. Yeah, that sounds healthy. My dad always said, live life to the fullest. So what brings you to Baltimore? We're trying to reflect reality and tell an entertaining story at the same time. Because actual police work would be intolerable. It takes so long, and so much of it is just minutia. It's just talking to people and making phone calls and scanning computer files and that sort of thing. So you don't want to violate reality egregiously, and you want to give the audience a taste of how it's really done. But the story needs to be serviced first.
And the story needs to be serviced through the characters. 10 ans après Homicide, c'est HBO qui donne une tribune à David Simon avec The Wire, sur laquelle Eric Overmeyer a été producteur et scénariste. Là aussi, il s'agit d'être au plus proche de la réalité, au point de faire d'une série policière un véritable pamphlet social. Et là aussi, c'est la ville de Baltimore qui sert de laboratoire. Every murder is specific and every city is specific. You learn something about the city by investigating the crime. In a good cop show, I think you need a sense of place to root it. And then you get into the specific politics and socioeconomics of the city. A detective is a character that can go from the bottom of society to the top. All strata of classes of society are open to a detective. He or she can go anywhere, and that lays open the dynamics, the power dynamics of a city, and the politics of it, and who's really running things and how things work or don't work. David was brilliant at that in Baltimore. As you know, he took different piece of the city every season to look at. The drug war, the schools, the docks, City Hall. Obama invited him to the White House a few months ago to talk about the drug war and drug policy. So David's consulted on a regular basis. He's become quite a public figure. So I think through The Wire, he's contributed to certain changing attitudes in the United States about how to deal with drugs. Depuis, grâce à la liberté accordée par les chaînes câblées et à la collaboration de consultants, les séries policières intelligentes et réalistes se multiplient, de Southland à The Shield ou Bosch tiré des polars de Michael Connelly. This is the police. And if this is the only one we got. Feels like we're putting band-aids on bullet holes. Hands up! There's another body. If I don't take it, you'll never know. This is the work I do. I've met a lot of homicide detectives who are consultants on homicide or Law and Order or The Wire or Bosch. All those shows that I've worked on, I've gotten to know homicide detectives, and they're very interesting people, and with lots of stories. Think I'm coming apart. Focus, detective. Your future is on the line. Sometimes it feels I was born with two faces. When we were doing homicide, there was constant interference from NBC. They were just nervous about it. Once you're off of broadcast television, you're on cable, you're fine. I loved working for HBO. They never interfered, and there was never any censorship, no fear on the HBO's part. They trusted us to do what we wanted to do. Parce qu'elles sont plus denses et plus exigeantes, ces nouvelles séries policières s'adressent à un public plus restreint mais ultra fidèle. En parallèle, les chaînes publiques continuent de produire des séries procédurales simplistes comme NCIS ou Esprit criminel. The audience is fractured, so there's still a big audience for CBS procedurals, which I think are fear-driven in a way. And those audiences are older. And then the networks have been losing viewers to cable, to more interesting shows that are character-driven. Bosch is a different kettle of fish. He's a broken hero with a very traumatic past. A likable character is the single worst thing about American fiction, the likable lead character. And I think that's true about American television as well. And if you can move away from a likable character, then you get something much more interesting. Des policiers humains dont on découvre le quotidien difficile et des enquêtes servant de prétexte à étudier la société et son fonctionnement, voici donc ce que sont devenues les séries policières modernes. Une évolution radicale à laquelle Eric Overmeyer continue d'apporter sa vision. Le romancier Philippe Claudel n'est pas rentré dans le cinéma par effraction, mais par une passion qu'il pratique depuis l'enfance. Son univers de fiction s'est construit sur la contemplation des paysages et leur fréquentation. Pour son 4e long métrage, celui qui fut enseignant travaille à repousser les frontières d'un cinéma qui mélange l'opacité et le scintillement. Un petit quelque chose d'autobiographique. Professeur Claudel. Ça commence bien. Bah oui.
Je vous accueille, bonjour, dans une salle de classe, parce qu'il y a des éléments de votre film qui se passent dans une salle de classe. Oui, puis c'est des lieux que j'ai fréquentés quand même un certain nombre d'années dans ma vie. J'ai été quand même longtemps, très longtemps professeur. Je vais vous demander cet exercice de mettre en scène notre interview. Ah. Comment vous la souhaitez? Je préfère qu'on se mette, comme c'était souvent le cas d'ailleurs quand j'étais avec des élèves, à côté d'eux. On se sent un peu plus proche et on casse un peu une barrière qui parfois gêne dans l'apprentissage ou la pédagogie. Dans votre film, la caméra est souvent à l'épaule, on va y revenir. Est-ce que vous voulez des caméras sur pied ou des caméras qui vivent? Non, c'est bien comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, ça dépend évidemment des sujets qu'on est en train de traiter. Et là, comme on a une conversation proche, sympathique et chaleureuse et humaine, je trouve que c'est bien justement d'avoir des caméras qui sont portées, avec des cadreurs qui vont pouvoir venir près de nous et nous accompagner dans nos mots. Le dispositif est en place. Allons-y. C'est parti. Philippe Claudel, filmer c'est montrer, montrer c'est choisir. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous montrer dans Une enfance? Je suis content que vous commenciez par ça parce que j'ai tendance à dire que filmer c'est cadrer justement. C'est effectivement montrer, c'est choisir, donc c'est cadrer. Et dans ce film, il était important pour moi d'observer une enfance et de prélever donc dans ce portrait d'enfant confronté à des forces presque mécaniques qui le bousculent dans cet âge où on a tendance à, comment dirais-je, à vouloir rêver, à vouloir être heureux. Et toi, Jimmy, ce serait quoi ton rêve? Je sais pas. Je rêve jamais. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? T'es un connard, tu me fais pas peur. J'avais envie donc de cadrer à la fois l'humain et aussi le milieu dans lequel il évolue, milieu social et milieu paysager. Un mélange d'architecture industrielle et de campagne. Et j'avais envie aussi de montrer combien des paysages a priori relativement laids peuvent receler de beauté. En 2001, vous commencez une collaboration avec Evangelo. C'est Sur le bout des doigts et Les âmes grises. Et Evangelo nous disait ça, il disait qu'un film, c'est un jeu ambivalent entre le personnage et le spectateur que la caméra doit interpréter parce que la caméra est un acteur. Est-ce que c'est une direction que vous avez pu suivre? Ce qui m'importe, c'est que la caméra, paradoxalement, s'efface. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'elle soit acteur, j'ai envie qu'elle trouve une place qui est une sorte de trou noir d'antimatière, mais dans lequel, ce trou noir, tout va pouvoir être capté. Parce que ce qui m'importe, si vous voulez, au final, quand le spectateur voit le film, c'est qu'il oublie la caméra complètement. Tu l'as pris où, le tampon? Je t'ai posé une question, Jimmy. Tu l'as pris où? Je t'entends pas. Puisque nous sommes là pour apprendre à lire l'image, pourquoi faire cette scène avec une caméra sur pied, puisque votre caméra est plutôt libre? C'est presque une scène de garde à vue. C'est-à-dire qu'on a un instituteur juge ou policier qui interroge un enfant prévenu. Il s'agit d'un tampon qu'il a volé. Le maître vient de le découvrir, puisqu'il a essayé de découler des faux billets de tombola. Bon, le larcin n'est pas très grave, mais on voit que cet instituteur, joué par Patrick D'Assumpção, veut marquer le coup et veut que cette confrontation soit grave, soit sérieuse, de façon à ce que l'enfant comprenne qu'il ne faut pas faire ça. D'où ce choix d'une stabilité avec un cadre qui ne bouge pas, qui ne laisse donc aucune possibilité d'aération, qui enferme vraiment l'enfant dans son dispositif et qui donne aussi au maître, par cette espèce de martialité, par cette espèce de gravité stable, la puissance pour que la parole porte. Évidemment, là aussi, le chant contre chant me paraissait quelque chose d'à la fois de simple et de symbolique sur cette opposition. On voit que vos deux plans ont une structure presque identique. Une porte derrière chaque comédien et ce rideau qui les unifie. Chaque élément porte sens et évidemment je fais attention à ce qui compose, à ce qui rentre dans le cadre. Et effectivement on a cette salle un peu étrange où le bureau est à cet endroit-là et où on a deux portes qui sont closes. On a ce rideau fermé où on sent dehors un jour
très lumineux, comme on le voit sur l'image, hein, mais qui est empêché d'entrer. Et on est dans une atmosphère donc oppressante où, pour l'instant en tout cas, à ce moment de la scène, aucune échappée n'est possible. Rien n'entre dans la pièce et rien n'en sort. Ni lumière, ni son, ni personnage. Et l'enfant est donc confronté à un univers clos qui est presque carcéral, qui est presque sans espoir, où il ne peut être là qu'à écouter la leçon du maître. T'en as vendu combien de faux tickets? Pas beaucoup. C'est-à-dire? 4-5. Tu iras rendre l'argent en personne, tu m'entends? Il y a autre chose aussi, c'est que on avait des valeurs de plan égales où on voyait les deux personnages qui étaient, j'allais dire, physiquement identiques, hein, alors que quand on passe sur ce plan-là, l'enfant est certes de dos, mais prend beaucoup plus d'importance par rapport à l'instituteur qui, par le choix de la focale, devient plus petit. Fais attention, je veux pas que tu tournes mal. Qu'est-ce qui motive votre caméra à redevenir mobile et à suivre Jimmy? Cet enfant ne peut pas rester en place très longtemps. Il est trop agité de forces contraires en lui, d'énergies qui peuvent aller encore dans tous les sens, bonnes ou mauvaises. Donc à un moment, la caméra se revivifie, reprend une nature autonome. C'est comme un cheval fou qui repart, quoi. Donc il se lève et forcément la caméra, là, devient un peu plus organique. J'avais opté avec mon chef opérateur, qui était aussi le cadreur, Denis Lenoir, pour un système qui s'appelle l'Easy Rig, où le cadreur, en fait, une sorte de gilet sur lequel est attachée et vissée une armature, une forme d'arceau, qui suspend la caméra à un fil, et donc qui permet d'avoir une caméra épaule relativement mobile, mais suspendue et soutenue quand même pour éviter des trop grands décalages. Il y a un rituel, il y a une dernière question. Cette question, forcément, je voudrais qu'on prolonge ce moment de sincérité, et je voulais savoir si vous vouliez casser quelque chose au dispositif. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, moi, c'est les miroirs, pour des raisons fantastiques. Et, je ne sais pas comment on pourrait s'en accommoder, mais vous voyez cet angle de la salle, là, où il y a la réunion des deux miroirs. Mais c'est vrai que ce carrefour, là-bas, on a l'impression d'être à la croisée de quelque chose. Pourquoi filmez-vous? Le cinéma me permet de devenir le scientifique que je n'ai pas été. J'ai toujours considéré qu'il y avait une démarche extrêmement scientifique dans le fait de filmer. Et je me suis toujours considéré comme un petit technicien de laboratoire à mettre des coupes entre deux lamelles, vous voyez, et à les regarder dans le microscope. Il me semble que le cinéma, c'est ça. On a parlé de géographie, on a parlé de cadre, on a parlé de révélation. Et il y a cette observation du vivant de façon grossie. Et c'est une observation qui est bien sûr faite dans le but de la proposition. C'est-à-dire qu'on n'observe pas pour soi-même, on observe pour rendre, et pour révéler, et pour proposer. Et cette découverte qu'on fait dans l'œil du microscope entre deux lamelles, on l'a transcrit de façon majeure sur un écran démesuré. Ce ciné-série et compagnie s'achève. Avant de se quitter, deux coups de cœur. Côté série, la sortie en DVD de la saison 5 de The Walking Dead, histoire de se faire vraiment très peur. Côté cinéma, une réalisatrice à suivre. Vous avez aimé Le Nom des gens de Michel Leclerc ou encore Hippocrate de Thomas Lilti? Eh bien, ces deux films ont un point commun, la scénariste Baya Kasmi. Elle passe enfin derrière la caméra et signe « Je suis à vous tout de suite ». Un film drôle et émouvant où son écriture singulière fait à nouveau des merveilles. Je vous le conseille et je vous dis à la semaine prochaine.